All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Première question du Calling All Devs pour Jake Muller, combien de temps est-ce que ça prendra pour se payer un vaisseau in-game ? C'est compliqué pour eux d'estimer ça, mais voilà comment ils raisonnent. Ils savent qu'une grande majorité de la communauté a trouvé les prix des vaisseaux trop élevés. Et leur plan, c'est pas d'avoir des prix de vaisseaux très bas et les augmenter petit à petit au fur et à mesure du développement. Non, les prix qu'on a actuellement sont censés être des prix définitifs. Et ce qui va être ajusté, c'est la quantité d'argent qu'on gagnera au cours des missions avec les différentes carrières et dans les différents systèmes planétaires plus risqués mais rapportant potentiellement plus. Ils ont choisi de faire comme ça pour éviter d'avoir à rééquilibrer les prix à chaque gros changement dans le jeu et pour éviter que les joueurs assistent à une augmentation progressive des prix des vaisseaux au fur et à mesure du développement. Et pour l'équilibrage vis-à-vis de la quantité d'argent qu'on gagne et ce que nous les joueurs on en pense, ils regardent beaucoup les forums, les streams Twitch et les vidéos YouTube. Deuxième question pour Chad McKinney, est-ce qu'il prévoit qu'on ait des inventaires avec une présence physique ? Oui, il est prévu qu'on ait apporté physiquement notre équipement sur nous pour y avoir accès, ou alors les stocker physiquement dans les zones ou compartiments de stockage des vaisseaux ou des véhicules. Mais avant ça, il leur faut régler des problèmes liés à la persistance, qui a encore et toujours des soucis. Le lore post de mardi était la retranscription d'un podcast pour les mercenaires, chasseurs de primes, freelance ou en guilde. Le premier contrat a été publié par un chef d'entreprise en pleine expansion dont les convois se sont récemment fait attaquer. Il recherche donc un consultant pour assurer la sécurité de ses installations, mais aussi de ses convois en les envoyant au bon endroit, au bon moment, par les bonnes routes et avec les bonnes escortes. Certains joueurs pensent que c'est un indice sur des futures missions de gestion façon jeu de stratégie en temps réel. Le deuxième contrat présenté au cours de l'émission explique qu'un individu souhaitant rester anonyme a besoin d'une équipe de mercenaires pour récupérer un objet sensible qu'on lui a volé. Il est clairement sous-entendu que l'exécution de ce genre de mission pourra se faire à la manière forte ou en toute discrétion sans tirer le moindre coup de feu. Enfin, le troisième contrat portait sur l'escorte d'un convoi vers le système Tal, l'équivalent pour les Shi'an du système Stanton. Et ce genre de travail est un peu spécial car les Shi'an ont un rapport un peu particulier avec les criminels. Comme on ne peut pas empêcher le crime, les Shi'an ont décidé de le réguler. Et du coup, des organisations qui seraient considérées comme criminelles chez les humains sont autorisées chez les Shi'an. Ils ont donc le droit de venir vous voir pour exiger une partie de votre argent ou de votre cargaison. Ces criminels ont des règles à respecter, ils ne peuvent pas tout vous prendre, ils ne peuvent pas venir vous voir trop souvent, ni s'en prendre systématiquement aux mêmes personnes, et ils sont tolérés tant qu'ils punissent les autres organisations du même genre qui abusent de leur pouvoir. À vous de voir donc si vous décidez de jouer le jeu et repartir avec les poches un peu moins pleines, ou fuir et risquer de vous faire complètement dépouiller. Mardi, CIG a publié la 3.3.7 sur le serveur live qui a corrigé plusieurs bugs, mais surtout celui de notre porte-monnaie qui pouvait atteindre un nombre négatif. Jeudi, CIG a enchaîné en rendant la 3.4 accessible aux Evocati, ou du moins une partie de la 3.4 puisque toutes les fonctionnalités actuellement présentes sur la roadmap ne sont pas encore accessibles, comme par exemple le Anvil Hawk. Étonnamment, les variantes du Freelancer qui sont censées être bien avancées ne sont toujours pas disponibles, mais le quartier d'affaires de Lorville qu'on pensait être en retard est en réalité en partie visitable. À part ça, ils ont ajouté des missions de patrouille sur Hurston et des variations de missions de livraison sur cette planète. Les vaisseaux ne sont plus stockés aux outposts où on a atterri avec, et les générateurs d'énergie des vaisseaux ont maintenant une phase de démarrage durant laquelle la puissance maximale du vaisseau augmentera progressivement jusqu'à sa puissance maximum normale. La Round the Verse de jeudi accueillait Sean Tracy et Steve Bender, donc évidemment l'épisode a commencé comme ça. I'm Sean Tracy. Howdy ho! Concernant la 3.4, il continue de travailler sur le quartier d'affaires de Lorville qui est déjà en partie visitable par les Evocati. Leur objectif avec ce bâtiment était de créer un élément de Lorville contrastant avec le reste de la ville. Ici, pas de design industriel où tout a été fabriqué pour être modulaire, tout a été designé sur mesure. Évidemment, pas de crasse partout ni d'air pollué nécessitant un scaphandre, on est plutôt sur des halls grand luxe arborant des panneaux en obsidienne. Plus qu'un quartier d'affaires, ce bâtiment sert aussi de musée et de galerie étalant le prestige de l'entreprise. On verra régulièrement des armes d'Hurston Dynamics en exposition au milieu des statues représentant les membres les plus importants de la famille. L'intérêt du bâtiment résidera dans sa salle d'exposition permettant d'admirer et acheter les armes produites par Hurston Dynamics, mais aussi d'aller voir un nouveau PNJ d'honneur de mission, Constantine Hurston, dans son bureau près des salles de marché. Et oui, Constantine est bien un prénom d'homme, notamment dans les pays anglo-saxons et surtout en Grèce. Enfin, il continue d'avancer sur Lyria, la lune gelée d'Arcorp, dont on a vu quelques images. Vendredi, l'émission Reverse the Verse parlait des vaisseaux et recevait pour ça John Crew afin qu'il réponde à toutes les questions qu'il a évitées suite à son absence au cours des derniers Calling All Devs.
On va commencer par le plus intéressant et parler du Karak. Pour rappel, c'est un vaisseau d'exploration d'Anvil qui a séduit la communauté grâce à sa polyvalence. On y trouvera une soute à marchandises, un hangar pour un chasseur très léger, une infirmerie, une soute de réparation et des scanners à longue portée, le tout manié par 6 personnes. C'est probablement le vaisseau le plus attendu de la communauté après le Banu Merchantman. Durant la semaine de vente anniversaire, on a appris que 5 personnes travaillaient actuellement dessus, mais dans ce Reverse the Verse, on a appris qu'il est clairement pas prévu pour le début de l'année 2019. Donc il arrivera certainement fin 2019, début 2020, mais ce qui a été confirmé, c'est qu'il arrivera avant le Banu Merchantman, qui rentrera en production l'année prochaine, pour une sortie peut-être en 2020. Au départ, il était prévu qu'il fasse 123 mètres, sa taille a grimpé jusqu'à 170 mètres, et il est finalement retombé à 125. C'est nécessaire car au-delà, il passe dans la catégorie des vaisseaux du gabarit du Reclaimer ou de l'Idris et nécessite un hangar de taille supérieure qui sont pas très répandus dans l'univers persistant. Ils ont donc supprimé les couloirs inutiles et rétréci la taille d'à peu près toutes les pièces. L'infirmerie permettra de fournir des soins importants, notamment en cas d'accident pendant des explorations loin de la civilisation, mais John Crew n'a pas pu confirmer le niveau de performance de cet équipement. La table 2D du poste de pilotage a été remplacée par une sphère 3D comme celle qu'on trouvera dans l'Idris, ce qui affichera la même chose mais en 3D. Les trains d'atterrissage du vaisseau ne sont plus rattachés aux ailes, ce qui sera une bonne chose si on cherche à atterrir après en avoir perdu une. Il continue d'essayer de créer les panneaux de protection qui pourront recouvrir la verrière du poste de pilotage, mais c'est compliqué car ça demande beaucoup d'animation. Enfin, dans le hangar du Karak, on a pu voir un chasseur embarqué Merlin en remplacement du Pieces, le futur chasseur embarqué d'Anvil. Le 890 Jump prévu pour la 3.6 avance bien et est actuellement en phase de white box. Peu avant la CitizenCon, les artistes qui travaillaient dessus l'ont mis en pause pour créer l'apparence extérieure du Kraken de Drake, mais c'est bon, le travail dessus a repris. John Crew a aussi apporté une petite précision, le 890 Jump est bien livré avec un seul 85X, mais sa soute pourra en contenir 2. Pas vraiment de nouvelles informations à part ça, mais on a pu voir des images de l'Atrium, de la soute à marchandises et des quartiers de vie pour l'équipage. John Crew aurait bien aimé que les vaisseaux de course et les chasseurs d'interception soient deux classes de vaisseaux différentes, mais ça sera bien la même chose. Et c'est pour ça que les vaisseaux de course ont des armes. Ils savent que la visibilité dans le cockpit du Freelancer est mauvaise, mais ils peuvent pas y faire grand chose. S'ils rapprochent les sièges avant vers la verrière, vu le profil du vaisseau, ils devront rapprocher les deux sièges ensemble, et le pilote et le copilote ne pourront plus sortir de leur siège. Ou alors il faudrait carrément changer toute la silhouette de l'avant du vaisseau, et c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Le Redeemer est assez contraignant pour eux, à un moment c'était le vaisseau de débarquement de Squadron 42, et puis quand le pipeline de création des vaisseaux s'est affiné, il était constamment incompatible avec ce dernier, et sa création relevait plus du bricolage que du processus bien planifié. Donc c'est le Valkyrie qui a pris sa place dans Squadron 42, le Redeemer sera du coup complètement refait comme une canonnière, parce que l'hybride canonnière vaisseau de débarquement c'était bancal. Et son apparence sera peut-être totalement changée pour le faire aller avec les autres vaisseaux d'Aegis, ou alors ils changeront son constructeur pour Anvil. On sent quand même à la voix de John Crew qu'ils savent pas quoi faire avec ce vaisseau qui a été designé par des backers lors d'un concours. Le Vanguard ne sera pas refait complètement, mais ils vont réagencer l'intérieur pour occuper l'espace plus intelligemment. Ils ont déjà réduit la taille de la salle de bain qui était beaucoup trop grande, ils ont réagencé la salle principale pour permettre à la tourelle de descendre sans bloquer l'accès au reste du vaisseau, et ils ont disposé des armoires pour le stockage des armes et des armures. Il n'y en aura d'ailleurs peut-être pas dans le Vanguard Harbinger, puisqu'il leur faudra de la place pour les missiles. Durant leur progression, ils se sont aperçus que les variantes Hoplite et Warden commençaient à avoir des structures extérieures arrière vraiment trop différentes. Donc ils ont unifié le tout et mis la porte du Hoplite sur toutes les variantes. Ils ne savent pas en quoi tout ça changera à l'extérieur des Vanguard, mais ils verront ça après avoir fini leur intérieur. Beaucoup de composants seront situés dans le cou entre guillemets de l'appareil, et l'intérieur du vaisseau est tellement exigu qu'ils en ont même mis dans les marches de l'escalier. La plupart de ces caissons contiennent des composants de taille 2 qui ne seront pas changeables manuellement. Vous pourrez changer ou réparer des composants de taille 0 ou 1, mais au-delà, il faudra aller dans une station de réparation. Si les vaisseaux Xi'an auront un modèle de vol axé sur le déplacement rapide sur les axes latéral et vertical, les vaisseaux Banu et Tevarin auront un modèle de vol à mi-chemin entre celui des vaisseaux Xi'an et humains. Et pour les Vandouls, ça sera similaire aux vaisseaux humains. Le Polaris de Robert Space Industries avance, mais indirectement. Personne ne travaille réellement dessus, et c'est pas prévu avant longtemps, mais comme ils travaillent sur le Bengal du même constructeur et que le Constellation est déjà fait, ça les aidera pour faire le Polaris qui se situera à mi-chemin entre les deux en termes de taille et de rôle. C'est ce qui s'est passé pour le Karak, qui a bien avancé grâce au travail accompli sur le Terrapin et le Valkyrie.
L'Idris est toujours en cours de création pour Squadron 42, la fameuse salle des missiles qui était presque finie il y a quelques mois est toujours pas finie, et ils reconfirment qu'on aura l'Idris dans l'univers persistant après la sortie de Squadron 42 car ils veulent qu'on le découvre dans le contexte d'une campagne solo. Le Reliant est en cours d'amélioration afin qu'on puisse tenir debout dans la soute avec la cargaison. Ils savent que les propriétaires de Reliant sont déçus du peu de quantité de cargaison qu'on pourra embarquer, mais ils peuvent pas y faire grand chose. Et si le Reliant Mako est bien prévu pour la 3.5, ne vous attendez pas à ce que le gameplay de journaliste arrive au même moment, ça sera pour beaucoup plus tard. D'ailleurs, David Coulson a commencé à travailler sur une solution pour dissocier certaines animations d'un vaisseau lors de l'atterrissage lui-même. Concrètement, sur le Reliant, vous pourrez passer du mode vertical à horizontal sans pour autant passer en mode atterrissage. Pareil pour les ailes du Hornet et du Sabre, et vous pourrez aussi orienter vers le bas les réacteurs à poussée verticale des vaisseaux sans avoir à atterrir. La série des Hull est pas près d'arriver, si certains vaisseaux peuvent être ajoutés au jeu sans leur gameplay associé, pour le Hull c'est juste pas possible car il a vraiment trop de dépendance. Ils n'ont pas fini l'aspect artistique du vaisseau au niveau de la partie centrale dépliante parce qu'ils ne savent pas encore comment elle va vraiment se déplier, parce que les grilles physiques mobiles et extensibles au sein d'un vaisseau ne sont pas encore réalité. Cette section extensible du vaisseau leur poserait aussi apparemment des problèmes assez inédits en termes d'éclairage. Le Hull-C est aussi censé avoir 4608 unités de cargaison. Le code réseau du jeu ne pourra pas gérer 4608 caisses de cargaison au même endroit, donc avant de rendre le vaisseau disponible, il faudra qu'il développe des conteneurs XXL. D'ailleurs, John Crew a parlé de quelque chose d'assez intéressant, 16 unités de cargo dans 16 caisses contiendront peut-être moins de quantité de marchandises que 16 unités de cargo dans un seul et même conteneur. Le volume en soute sera le même, mais comme on n'aura pas 16 caisses ayant chacune des parois avec une épaisseur, ça jouera peut-être sur la quantité finale. L'amarrage de vaisseaux aux stations n'étant pas fait non plus, il ne pourra pas s'amarrer où que ce soit, ni pour l'approvisionnement de carburant, ni pour l'apparition. Et il manque aussi le système qui permettra de dissocier la forme de son vaisseau de l'atterrissage. Bref, il dépend de trop de choses pour qu'il soit ajouté en jeu. Il pourrait l'ajouter en le bloquant sur son état replié, mais il servirait du coup vraiment à rien. Concernant le Vulture, ils vont essayer de faire coïncider sa sortie avec la mise à disposition du gameplay de recyclage d'épaves, mais ils ne promettent rien. Ils développeront ce gameplay avec le Reclaimer, et si le Vulture est prêt à ce moment-là, tant mieux, sinon tant pis. Pas vraiment de nouvelles sur le tank Nova de Tumbril, on a juste appris qu'il est assez petit pour être travaillé par une seule personne, donc il sera calé assez facilement dans le planning de leur équipe. Il sera probablement scellé, donc il pourra en théorie être utilisé dans le vide de l'espace, mais il n'aura rien pour se diriger, ni de sas vers l'extérieur, donc ouvrir une écoutille dépressurisera tout le véhicule. Il y a eu un débat récemment sur les soutes à marchandises blindées et dissimulées des constellations Phoenix et Taurus. Si le constellation Phoenix aura bien une soute blindée pour rendre le scan de ce qu'il y a à l'intérieur plus difficile, le constellation Taurus aura en plus un compartiment de stockage blindé là où les autres variantes auront une tourelle ventrale. Ce compartiment, bien qu'il soit tout le temps au même endroit et sur toutes les constellations Taurus, est qualifié de compartiment dissimulé, de compartiment secret. Sauf que la dissimulation marchera que pour les PNJ pas au courant de l'existence de ce compartiment. Dans le cas de certains PNJ, ils sauront où chercher pour trouver ce compartiment et dans le cas des joueurs, tout le monde finira par savoir où il est. Les modules du Caterpillar pour personnaliser les compartiments avant du vaisseau sont toujours prévus, mais ils n'ont pas travaillé dessus et c'est toujours pas sur la roadmap interne à court terme. Il n'est pas prévu que le Retaliator soit retravaillé au cours des prochains mois, mais ils sont au courant des problèmes le concernant. Pas de nouvelles infos sur le Endeavour, ils veulent toujours rendre le vaisseau modulaire et avec l'avant détachable, mais ils n'ont pas du tout avancé dessus. L'Orion est devenu de plus en plus gros au fur et à mesure de sa conception, mais ils n'ont pas non plus retravaillé dessus. Pas de nouvelles non plus sur les rovers du 600i et du Constellation Phoenix, ils entreront en production en 2019 pour une sortie à une date inconnue. Enfin, rien du tout sur le X1, le Prowler, le Apollo et le Starlifter. Pour les vaisseaux de Crusader Industries, ils commenceront par le plus petit, le Mercury, et passeront aux autres après, en 2020. Vendredi, l'affaire opposant Crytek à CIG a connu une évolution suffisamment intéressante pour en parler. Pour rappel, en décembre 2017, Crytek a déposé une plainte contre CIG auprès du tribunal de commerce de Californie, et la plainte tournait autour des points suivants. Le fait que CIG ait séparé Squadron 42 de Star Citizen. Crytek estimait que l'accord passé avec CIG ne le permettait pas et CIG si. Le fait que CIG ait arrêté d'afficher le logo du CryEngine durant l'écran de chargement de Star Citizen et ait développé et fait la promotion entre guillemets de son moteur, le Star Engine. Comme CIG utilise désormais le Lumberyard d'Amazon, un moteur basé pourtant sur le CryEngine, CIG estimait être dans son droit. Le fait que CIG ait arrêté d'utiliser le CryEngine pour utiliser le Lumberyard d'Amazon. Crytek et CIG n'étaient pas du tout d'accord sur le sens de la notion d'exclusivité mise par écrit dans leur accord.
Le fait que CIG ait promis de fournir à Crytek les corrections de bugs qu'ils auraient apportées au CryEngine durant le développement de Star Citizen. Crytek les aurait apparemment relancés régulièrement et CIG aurait dit oui on va le faire et n'aurait jamais rien fait. Et enfin le fait que CIG ait donné accès au code du CryEngine à une entreprise tierce comme Faceware ou montré du code du CryEngine dans son émission Bugsmatchers. Avant que cette plainte soit reconnue comme étant valide et que le tribunal commence à la traiter, il y a une phase où les deux parties peuvent soumettre au tribunal des demandes d'annulation ou de maintien de la plainte en présentant leurs arguments. Donc depuis un an, CIG et Crytek se sont renvoyés la balle en argumentant auprès du tribunal. Le 10 octobre, cette phase de préparation du procès s'est terminée et vendredi, la juge a rendu son verdict sur le bien fondé de cette plainte et est-ce que oui ou non, toute cette histoire mérite que la justice américaine y consacre plus de temps. Dans une vidéo de septembre 2016, Chris Roberts aurait dit « Nous n'appelons plus le moteur du jeu le CryEngine, mais le Star Engine, car désormais il est assez éloigné de ce qu'était le CryEngine ». Crytek reproche à CIG de développer son propre moteur concurrençant le CryEngine, et pour avancer ça, ils se sont basés sur la phrase de Chris Roberts citée précédemment, où il dit bien qu'ils ont amélioré le CryEngine, ce qui est d'ailleurs autorisé dans leur accord. Crytek reproche aussi à CIG de promouvoir ce nouveau moteur, sauf que l'appeler une fois le Star Engine dans une interview ne constitue pas une campagne de promotion visant à mettre des bâtons dans les roues de Crytek. Idem pour le Lumberyard, annoncer une fois que Star Citizen utilise ce moteur n'est pas faire sa promotion selon la juge. Et utiliser un autre moteur pour Star Citizen était parfaitement autorisé. Ce qui était interdit, c'était de développer un moteur de jeu et le vendre à une entreprise tierce. Mais utiliser un autre moteur d'une entreprise concurrente était parfaitement autorisé. CIG n'est également plus obligé de promouvoir le CryEngine et l'affichage du logo Lumberyard au début de Star Citizen n'est pas quelque chose de réellement dommageable pour Crytek. Donc, pour résumer, sur tous ces points, la juge en charge du dossier a donné raison à CIG. Elle va désormais laisser 3 semaines à Crytek pour qu'il soumette une nouvelle demande de rejet de la plainte. Alors si ça peut paraître bon signe pour CIG, il y a quand même un mais. Toutes ces demandes de maintien et de rejet de la plainte servent à éliminer les points de discorde entre les deux parties qui ne constituent pas des violations de contrat. CIG a déjà déposé une demande de rejet de toute la plainte qui a été rejetée. Donc toute cette histoire va quand même probablement aller jusqu'au procès, sur la base de ce qui restera comme violation de contrat toujours considéré comme valable dans la plainte de Crytek, comme par exemple les morceaux de code du CryEngine qui ont été montrés dans les émissions de Bugsmatchers, les corrections de bugs que CIG n'a pas envoyées à Crytek, ou le fait que CIG développe bien 2 jeux séparés. Affaire à suivre, cette histoire est certainement loin d'être finie. Samedi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.4. Au niveau des bonnes nouvelles, les améliorations des missions de patrouille, des courses procédurales, des missions de livraison et des voyages quantiques sont terminées. Même chose pour l'amélioration du comportement des PNJ en combat à pied, des communications vidéo et des performances. Pour le quartier d'affaires de Lorville ou le personnage de Constantine Hurston, c'est très enthousiasmant puisque le travail avance bien. Par contre, les vaisseaux n'ont presque pas avancé, surtout les 3 variantes du Freelancer qui sont à l'arrêt depuis quelques semaines. Aussi, ça fait toujours plaisir à savoir, les 2 lunes d'Arcorp sont finies et presque finies, et le travail sur l'intégration de la zone 18 sur Arcorp a enfin commencé. Pour finir, la semaine de vente s'est clôturée avec 9 172 592 $ engrangés. L'argent amassé chaque jour commence à redescendre à un niveau plus habituel, mais le projet a tout de même dépassé les 210 millions de $. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.